La thématique, comme je disais, commandée par notre cher projet aujourd'hui, c'était de passer à l'action, un territoire qui vous soutient, puisqu'aujourd'hui, comme Béatrice l'a annoncé tout à l'heure, la métropole va nous partager ses ressources. Moi, je voulais vous parler, alors, j'ai mis un pas de côté philo, mais j'ai un peu menti en écrivant ça. Je voulais vous parler de passage à l'action, mais d'un point de vue plutôt de psychologie sociale aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que du côté de la philosophie, la réponse du passage à l'action, elle est plutôt décevante par rapport à l'avancée des recherches neuropsychologiques, de psychologie sociale aujourd'hui. Pour un philosophe, en gros, il suffit d'avoir envie du changement, il suffit d'avoir envie de passer à l'action, l'intention de passer à l'action, pour passer à l'action. Et les psychologues aujourd'hui, les sociopsychologues, les neuroscientifiques nous disent non, faux. Il ne suffit pas d'avoir l'intention pour passer à l'action. Le processus est un petit peu plus complexe que ça. Donc on va s'identifier ensemble par rapport à vos projets, à vos avancées les unes les uns les autres, de se demander, à quelle étape de changement on en est nous, en termes de passage à l'action. Il y a 6 étapes, pour ne rien vous cacher, que vous voyez ici affichées. Alors la tête du monsieur très heureux, on m'a dit tout à l'heure, il y a un monsieur très heureux avec une cravate, c'est qui ce philosophe-là ? Parce que d'habitude les philosophes ils ont plutôt une tronche un peu sérieuse. Ça c'est Prochaska. Prochaska avec Di Clemente, j'ai pas pu mettre les deux sur la slide. C'est deux donc sociopsychologues. Donc les sociopsychologues, pour vous recontextualiser, c'est des scientifiques ou des personnes qui étudient les relations entre les influences collectives sur les individus et inversement les influences potentiellement individuelles sur des collectifs. Et donc eux, ils ont dit, passer à l'action, c'est un processus assez complexe qui se fait en 6 étapes si on le résume. Alors là, c'est un résumé de résumé que je vous fais ce matin, pour ne pas vous endormir dès l'après petit déjeuner. On commence par ce qu'il appelle la précontemplation. Vous voyez à chaque fois des petites phrases types qu'on peut dire quand on est à chacune de ces étapes de changement. Précontemplation, c'est tout simplement, on n'est pas encore sensibilisé, ça ne nous parle pas. Bref, très peu pour moi, merci. De parler de QVT, de parler d'environnement, oulala, business first, hein. Voilà, on a des priorités. Covid first. Ok ? Donc c'est par exemple, pour vous donner une petite illustration vécue, quand je suis arrivé chez Noetic Biz, un Jean, donc le fondateur de l'agence, qui dit à Tristan, ah la RSE, ouais, c'est encore un peu lointain là, je vois pas trop comment on pourrait prendre notre place de philosophe dans la RSE. Ah merde, c'est dommage, j'ai une formation en RSE. Bon, on en reparlera. Je sème quelques petites graines. Là, on est en précontemplation. On passe une étape suivante dans le changement. On n'est pas encore dans le passer à l'action. Hein. Je vous préciserai le moment où on passe à l'action. C'est la contemplation. La contemplation, c'est ah ouais, ok, je vois l'utilité, je vois l'intérêt, pourquoi pas, mais j'ai besoin de gagner en information, j'ai besoin de gagner en sécurité avant de passer à l'action. Donc là, c'est Jean qui dit « Ah ouais, ok, j'entends de plus en plus parler de RSE, c'est drôle, il n'y a pas que toi qui me saoule avec ça. Peut-être qu'il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on pourrait faire en termes de RSE, ce qu'on pourrait proposer comme offre de service concrète. » Ensuite, quand on a gagné en niveau d'information, on passe au niveau de la préparation. Vous voyez là, on n'est pas encore passé à l'action, hein, pour vous dire que ça mature. Et j'imagine que vous vous identifiez déjà, vis-à-vis du projet passage, à ces étapes-là. Préparation, ça va être ok, on veut passer à l'action, mais comment on va structurer la démarche pour multiplier les potentialités de succès, diminuer au maximum les risques d'échec et se sécuriser dans la démarche, au moins dans notre expérimentation, puisque l'expérimentation est l'étape suivante. Et donc, allez, je lève le voile, c'est entre l'étape 3 et l'étape 4 qu'on va passer à l'action. Vous voyez que l'action, c'est quelque chose déjà qui se prépare. Vous l'avez déjà toutes et tous expérimenté dans le cadre du projet. Hein, vous allez faire des autodiagnostics, hein, vous vous en souvenez. Expérimentation, c'est ok, on va essayer. Ok, on va voir ce que ça donne. C'est Jean qui dit à Tristan, ok, on propose une première offre RSE, on connecte un cabinet de RSE qui est en train de se monter pour essayer d'échanger un petit peu sur est-ce que c'est concret, est-ce que ça répond aux besoins, est-ce qu'on tape à côté, pour commencer à se mettre en œuvre. Après l'expérimentation, donc là c'est le passage à l'action un peu délicat, sans jeu de mots, hein, passage. C'est le passage un peu délicat où on a besoin de communiquer, on a besoin de faire monter le niveau de dialogue, puisqu'on va se mettre
en niveau ajustement. Ajustement, c'est OK. Maintenant qu'on a fait la première expérience, qu'on a osé sortir de notre zone de confort, eh ben on va débriefer, on va faire du feedback sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et surtout quelles sont les leçons qu'on va en tirer collectivement pour pérenniser l'action dans la suite. Okay, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que, si on reprend la carte du sens, est-ce que là, on a soulevé les balises qui étaient les balises les plus pertinentes par rapport à ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on s'est éloigné de notre cap? Est-ce qu'on suit notre cap en termes de transition de QVT environnement? Bref, l'ajustement, c'est le temps du dialogue, le temps du feedback sur ce qui s'est passé. Ça permet de pérenniser l'action une fois qu'on est passé à l'action. Ça permet d'ancrer la zone d'apprentissage, d'oser continuer à sortir de sa zone de confort sur le temps long. Et une fois, nous disent Prochaska et Di Clemente, une fois qu'on a pérennisé l'action dans le temps long, on passe à cette 6e étape, l'étape conclusive, qui est l'étape de transmission. J'ai acquis une nouvelle habitude, institutionnellement parlant, en termes de QVT, d'environnement. J'ai mis des choses en place. Je peux témoigner de choses qui ont fonctionné, de choses qui ont moins fonctionné. Bref, je vais être dans l'étape de la transmission. Donc typiquement, moi aussi je croyais que c'était inutile, compliqué à la base. Inutile ou compliqué, Mais en fait, attendez, je vais vous raconter. Et il n'y a pas de pépite plus précieuse qu'un témoignage vécu, qu'une transmission, un storytelling presque, pour donner envie aux autres de se mettre en œuvre. Okay, donc vous voyez comment on passe dans ces 6 étapes du changement à, très peu pour moi, à un Jean qui va lui-même, et il a fait ça début de semaine, lui-même participer du coup à une action RSE où il intervient en tant que philosophe éthicien, entre guillemets, et qui transmet lui-même, ouais, moi j'ai commencé à RSE, j'étais pas trop sensibilisé, et en fait, au fur et à mesure de mes échanges, des opportunités, en fait, aujourd'hui, j'interviens en termes de RSE. Je vous témoigne de la pertinence de la démarche. Et j'en parle là d'un chemin de transition qui s'est fait sur 1 an et demi. Okay, donc ces 6 étapes du changement, c'est pas 6 étapes qui coulent de source, hein. On peut passer de l'étape 4 de nouveau à l'étape 2, à l'étape 4 à l'étape 1, si jamais ça se passe vraiment mal, cette expérimentation. On peut passer de l'étape 5 à l'étape 3, etc., etc. Donc c'est le passage à l'action, et ces 6 étapes de changement, c'est quelque chose à cultiver continuellement. Alors, si, très très rapidement, je vais dans le besoin exprimé pour répondre à chaque étape. On a en gros 2 pôles. Sur les 6 étapes du changement, 2 pôles qui chacun contiennent 3 étapes du changement. Le niveau 1, ça va être l'adhésion. Je vous ai dit, on passe à l'action seulement entre l'étape 3 et l'étape 4. Tout avant, ça va être le niveau d'adhésion qu'on va travailler pour faciliter le passage à l'action. Et le niveau 2, ce sera le niveau de l'action et de la culture de l'action. Je ne vous relis pas les questions clés à se poser pour chaque étape. Je crois qu'on vous enverra le support, donc vous pourrez les regarder tranquillement chez vous. Pour la précontemplation, le besoin, tout naturellement, c'est du bon sens, nous disent Prochaska et Di Clemente, c'est de sensibiliser, c'est de se sensibiliser. Alors moi, philosophe, j'aime bien aller à l'origine des mots, décortiquer les mots, vous le savez. Dans sensibiliser, il y a le mot sens, et nous on adore ça. Sensibiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre sensible, rendre existant, rendre réel quelque chose qui avait une réalité peut-être vaporeuse ou qui n'existait pas pour nous jusque-là. La RSE, c'est le cas encore pour nombre d'entreprises aujourd'hui, même si ça va dans le bon sens, ne savent pas forcément encore, n'ont pas encore une vision claire de ce que c'est que la RSE. Sensibiliser, c'est aussi donner du sens. Je veux me sensibiliser à quelque chose quand je comprends le cap, encore une fois, quand je comprends le pourquoi, la raison qui va me donner de la motivation à aller sur l'étape 2, l'étape de contemplation. Donc sensibiliser, fondamental. Ne pas culpabiliser, ne pas moraliser, sensibiliser, même si les enjeux sont urgents. C'était un peu notre état d'esprit, notre idéologie de base chez Passage. Sensibiliser sans moraliser. Contemplation, le besoin, ça va être, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai spoilé, ça va être d'informer, ça va être de s'informer, de gagner en connaissance sur ce que c'est de la QVT, sur ce que c'est de l'environnement, sur le lien entre QVT et environnement, par exemple ce qu'on vous a proposé sur la première conférence témoignage, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Béatrice. Pour la préparation, l'objectif premier, principal, ça va être de se sécuriser collectivement. Et de sécuriser collectivement. J'y reviens juste après, un tout petit peu plus précisément, avec le regard philo cette fois-ci. Sécuriser, ça veut dire structurer la démarche, bien entendu, institutionnellement, collectivement parlant.
tout ce qu'on expérimente aussi ensemble à travers Passage, encore une fois, l'ensemble du dispositif. Sécuriser, c'est aussi se rassurer, se valoriser collectivement et se dire « Ok, on ose y aller et au pire, ça peut marcher ». Une fois que le niveau d'adhésion est activé, on passe donc au niveau 2, au niveau de l'action. Besoin d'expérimenter, on a besoin de valoriser collectivement, c'est-à-dire valoriser, il y a le mot valeur dedans, de donner de la valeur collective dans ce qui a été parcouru dans cette première expérimentation, dans cette première action. Qu'est-ce qui a bien marché? Quels rôles ont été forts dans le collectif? Qui a fait quoi? Qui s'est senti à sa juste place? Qui s'est peut-être pas senti forcément à sa juste place, besoin de réajuster? D'où l'étape 5. L'ajustement, besoin d'incrémentaliser. Oh là là, ça y est, encore un gros mot qui ne nous vient pas de la philo cette fois-ci, qui nous vient de l'informatique. Est-ce que l'incrémentalisme, ça vous parle? C'est pas l'incrédulité, attention, non, faux. Incrémentaliser, ça veut dire avancer pas à pas, tout simplement. Aujourd'hui, classiquement, dans les organisations, on est souvent dans des modes de gestion de projet où on veut prévoir au maximum la finalité, les objectifs, qui soient financiers, qui soient objectifs de projets managériaux, au maximum pour réduire la marge d'imprévu. Ça, c'est de la gestion de projet. Nous, on est dans un autre contexte qui est celui de l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement QVT, l'accompagnement au changement environnemental, il se fait dans un contexte qui intègre un facteur d'incertitude qui est beaucoup plus grand que dans la gestion de projet. C'est pour ça que c'est hyper important d'évoluer en incrémentant, c'est-à-dire en avançant pas à pas. On fait un pas, c'est-à-dire une expérimentation, une petite expérimentation ensemble, et ensuite on élève le niveau de dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien marché? Ok, comment on réajuste notre itinéraire en fonction de ce qu'on est en train de vivre? Okay, c'est peut-être ce que vous vivez dans vos accompagnements individuels. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mais non, pas de souci. Donc incrémentaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer avant tout, ça va vous parler aussi, un droit à l'erreur. J'avais presque envie d'écrire un devoir d'erreur. Je crois que je vous en ai déjà parlé. En France, on a cette culture on doit maximiser le succès. Par rapport aux pays anglo-saxons, vous savez, ce fameux témoignage de Steve Jobs, on en a tout le temps parlé. Il y a 2 choses pour réussir, c'est son fameux Dare to Ask, il faut oser demander. Et la deuxième chose, c'est il faut se tromper. Dare to, je ne sais plus l'expression, se tromper en anglais. Miss? Ouais. Vous êtes meilleur anglophone que moi, j'en suis sûr. Donc devoir à l'erreur quand on incrémentalise, quand on n'avance pas à pas. Béatrice, tu l'as trouvé? Non. Ah non. Dare, c'est oser, ouais, et oser se tromper. Il y a oser demander, nous dit Steve Jobs, et il y a oser se tromper. C'est dare to fail, c'est plutôt échouer. Dare to fail, échouer, ouais. Voilà, merci, exactement. Donc ça, quand on avance pas à pas, c'est hyper important de se donner une marge de manœuvre, un droit à l'erreur. Attention, erreur professionnelle ou erreur erreur dans le cheminement de changement n'est pas faute professionnelle. Il faut bien les distinguer, c'est pas la même chose. Et ensuite, cette fameuse logique de feedback et d'amélioration continue dont on a ô combien besoin, aussi dans l'accompagnement au changement, comme dans la gestion de projet, quand on avance pas à pas encore plus. Donc, il y a une chose à retenir du point de vue philo, on va dire, quand on passe à l'action, c'est qu'on a besoin d'expérimenter, on sort nécessairement de notre zone de confort quand on est dans un contexte de changement, donc c'est hyper important de faire le point régulièrement, collectivement, et d'élever le niveau de dialogue, avec le plus de franchise, avec le plus de transparence possible. Okay, pour ne pas se décourager, pour ne pas se désengager, pour ne pas se dégoûter non plus des sorties de zone de confort qu'on peut vivre collectivement, qui sont parfois grandes. Surtout quand on parle d'environnement et de QVT. Et enfin, dans la transmission, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, l'objectif de cette étape, on va dire, finale, entre guillemets, du changement, même si la bataille est gagnée, la guerre n'est pas terminée, comme dirait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, tout le monde l'a vu, j'espère, il s'agit de témoigner, il s'agit de raconter son histoire, très très concrètement, pour pouvoir dire à d'autres, ah oui, en fait, ok, ça existe de 1, et de 2, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de désirable, voire même de nécessaire aujourd'hui. Okay, on fait rêver. Vous savez, je vous avais parlé peut-être de Nancy Houston, qui a écrit L'Espèce fabulatrice, c'est une écrivaine canadienne, et elle est essayiste aussi, et c'est elle qui a inspiré le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent en 2015, parce qu'elle dit, le moteur le plus puissant du changement. Tiens, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous le moteur le plus puissant de changement? Passage à l'action.
c'est les contraintes. Ah, ouais, intéressant. Contraintes. Les pressions, les contraintes. Ouais, ouais. On va en reparler juste après. Merci Christian. Très intéressant, les contraintes. Les autres. La puissance du collectif et du relationnel. Merci. La conviction aussi. La conviction, ouais, tout à fait. Ça, on en a parlé dans la préparation à l'action. Il faut adhérer avant de pouvoir passer à l'action. La valorisation. La valorisation, exactement. On a parlé là aussi. Ouais. Nancy Houston, alors vous avez toutes et tous raison. Hein. Nancy Houston, elle rajoute une dimension. Elle dit si on va encore en amont de toutes les dimensions que vous avez apportées, qui sont fondamentales aussi pour passer à l'action, elle dit c'est de rêver. C'est les imaginaires. Anthropologiquement, humainement, on est fondamentalement constitué dans nos ADN humains pour rêver. Quand on est petit, on nous raconte des histoires. Aujourd'hui, dans les entreprises, on revalorise le storytelling pour inspirer. Les origines de nos cultures, c'est quoi ? Alors je vais parler pour nos cultures judéo-chrétiennes occidentales, c'est l'Iliade et l'Odyssée, c'est la Bible, c'est quoi ? C'est des histoires. Okay, c'est des histoires qui nous nourrissent et qui nous donnent envie d'aller plus loin. D'où l'importance vraiment de témoigner. Je vous dis ça à vous aujourd'hui parce que vous avez déjà d'une certaine manière passé, vous êtes en train de traverser ces 6 étapes. En tout cas aujourd'hui, on est au moins ensemble, collectivement, entre le niveau 3 et le niveau 4. Mais la plupart, vous avez déjà mis des choses en place, vous êtes en train d'expérimenter, d'ajuster. D'ailleurs, je serais hyper curieux de savoir si Cobel, Rexia, Isara, même si je sais un peu plus, à demain, où aujourd'hui vous vous situeriez sur ces 6 étapes de changement. Quelle zone ou quel point précis vous localiseriez par rapport à vos transitions QVT environnement à vous. J'ai envie, alors là on a parlé de psychologie sociale, j'ai une petite frustration de philosophe et après je me t'ai promis, je te laisse la parole il me semble. Voilà. J'ai envie de faire un petit focus dans ces 6 étapes du changement et notamment dans le passage délicat entre l'étape 3 et l'étape 4, c'est-à-dire ce fameux passage à l'action dont on parle aujourd'hui. J'ai envie quand même de vous donner un petit point de philosophe. Et là, vous voyez déjà, voilà, c'est pas la même tête, je vous ai dit les psychologues, machin, ça sourit. Là, on reconnaît le philosophe, un peu plus austère. C'est Hobbes. Ça parle à certains. Les souvenirs des cours de terminale. Pourquoi je vous montre Hobbes ce matin ? Parce que les philosophes nous disent, quand on passe à l'action, s'il y a une chose qui est importante, alors Nancy Houston nous dit c'est le rêve, vous avez donné plein de dimensions du changement et du passage à l'action qui sont hyper fondamentales aussi. Hobbes, il va plaire à Christian, ça va rejoindre tout à l'heure quand tu parlais de contraintes. Hobbes, il va nous dire, et d'autres philosophes aussi, il va nous dire, pour passer à l'action, le plus important c'est la confiance. Confiance, petit pas de côté sur l'origine du mot. Confiance, ça vient de confidere en latin, qui veut dire avoir foi avec. Presque avoir foi ensemble. Okay ? Donc la confiance est un acte de foi. Hobbes nous dit oui, c'est un acte de foi, la confiance. Oui, on a besoin d'une confiance collective, institutionnelle. On en a bien parlé la semaine dernière avec Eliette dans un échange passionnant. Oui, c'est bien de construire de la confiance entre nous, mais justement la confiance c'est quelque chose qui se co-construit. Quelque chose qui ne se donne pas a priori. La confiance, alors c'est pas des citations, c'est comment dire, j'ai pas mis de guillemets, c'est pas des citations exactes mot à mot, c'est l'état d'esprit du mindset de la philosophie de Hobbes. La confiance ne peut que faire l'objet d'un contrat. Et là je vous entends tous penser à Darty, le contrat de confiance. Et ouais, ça c'est Hobbes, ça vient de Hobbes. Ou encore, autrement dit, vous entendez sûrement des managers, vous avez déjà entendu des managers dire, en tout cas moi je l'ai entendu, ah ouais mais la confiance elle n'exclut pas le contrôle. Ça c'est typiquement Hobbes aussi. Oui, il faut qu'on se fasse confiance collectivement, mais la confiance c'est quelque chose qui se structure, c'est quelque chose qui se construit. Si je le relie à mes 6 étapes du changement, c'est quelque chose qui va nécessiter de faire un travail particulier de contractualisation dans l'étape 3, dans la préparation, pour se sécuriser au maximum dans l'action. C'est un type de confiance co-construit, contractualisé, qui va aussi nécessiter de prendre particulièrement soin de l'étape 5, de l'étape d'ajustement, des types de feedback qu'on va se faire, d'étudier est-ce que telle personne est à sa bonne place, a le bon rôle, comment on réajuste pour être encore plus performant collectivement. Bref, la confiance c'est quelque chose qui se structure. Alors, j'en entends déjà dire, ah mais non mais pas du tout, la confiance ça se construit pas, contrat de confiance c'est complètement contradictoire.
Et ouais, il y a un côté de moi qui est d'accord avec vous. C'est pour ça que on a d'autres philosophes un peu plus récents. Et voilà, c'est un nom qui va vous parler peut-être. Qui disait non, la confiance c'est quelque chose d'a priori. C'est quelque chose qui ne se construit pas par l'expérience, c'est quelque chose qui se donne immédiatement. La confiance c'est tout ou rien. Ok ? Donc dans le passage à l'action, eh ben, je sais c'est très difficile, nous dit Julia de Funès en l'occurrence, c'est elle que vous voyez. Dans le passage à l'action, ok, c'est hyper difficile de se faire confiance, c'est hyper exigeant parce que ça nécessite presque de fermer les yeux ensemble et d'y aller, de se jeter dans le vide de l'expérimentation, pour ainsi dire, et de voir quelles leçons on en tire ensuite. Et Julia de Funès nous dit la confiance ne se construit pas, elle se donne, c'est une prise de risque, un pari fait avec l'inconnu. Des petits exemples qu'on peut vivre aujourd'hui dans les contextes managériaux, dans les contextes d'accompagnement au changement, c'est les types de management qui sont coopératifs, voire même délégatifs. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous expérimentez peut-être, voire même vous l'avez peut-être mis en place dans votre organisation. On a eu aussi des témoignages inspirants qui se rapprochaient de ces types de management. Management délégatif, c'est moi manager, je vais pas tant prendre les décisions moi en tant que manager, que je vais laisser les membres de mon équipe les plus experts d'une situation prendre la bonne décision qui nous engagera collectivement. Ça c'est de la confiance à la Julia de Funès. C'est de la confiance qui se donne managérialement parlant. On parle aussi de plus en plus de la sollicitation d'avis. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être ceux qui ont lu Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Frédéric Laloux, vous allez connecter. À part si c'est le matin, c'est encore un peu tôt, là, je suis en train de vous parler de choses... ouais, on est là, mais il est pratiquement 10 heures. Frédéric Laloux, c'est lui qui a thématisé les organisations opales. Et il donne un exemple d'une entreprise, voire même de plusieurs, je crois, qui ont mis en place la sollicitation d'avis. Donc ça, c'est un type de management hyper délégatif, puisqu'il dit ce n'est plus les managers, les top managers, voire les dirigeants qui prennent les décisions, c'est n'importe qui peut prendre une décision qui va engager collectivement. Là, je vous parle de confiance dans le passage à l'action. N'importe qui va pouvoir prendre une décision opérationnelle, voire stratégique, qui va nous engager institutionnellement, collectivement, pour peu qu'il passe par 2 étapes. Il va solliciter l'avis, d'où le nom de la méthode justement, il va solliciter l'avis des personnes qui vont être expertes dans le domaine de sa prise de décision. Donc ça présuppose que la personne elle-même n'est même pas forcément experte de l'envie de changement qu'elle veut pour son collectif. Et deuxième étape, elle va solliciter l'avis des personnes qui vont être directement ou indirectement impactées par la décision. Pour vous donner une illustration de confiance a priori, de confiance qui se donne. Donc tout ça pour illustrer encore une fois comment la confiance elle est constitutive et nécessaire. Je ne sais pas comment ça résonne dans vos esprits, dans vos expérimentations, dans vos transitions de QVT et environnement, que c'est quelque chose de nécessaire du point de vue philosophique dans le passage de la préparation à l'action, donc l'étape 3, à l'expérimentation de l'action elle-même. Et ensuite, surtout sur les étapes 4, 5 et 6. Et enfin, je conclurai sur un autre philosophe, Aristote, qui nous dit, alors ça c'est une citation vraie, nous on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, Aristote nous dit, en moins 300 avant Jésus-Christ, c'est en faisant que nous apprenons, c'est en construisant qu'on devient constructeur, et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. Ça fait rire Eliette, la cithare. Et ouais, entre musicos on se comprend. Tout ça pour dire que moi j'ai toujours l'inventeur du droit à l'erreur, on en parlait tout à l'heure, voire même du devoir à l'erreur, c'est Aristote à travers cette citation. Tout ça pour se dire collectivement, hyper important, n'hésitons pas à expérimenter, à se tromper, à avoir cette culture un peu plus anglo-saxonne de l'erreur, et surtout de faire monter le niveau de dialogue à chaque expérimentation, à chaque petit pas, on a parlé d'incrémentalisme tout à l'heure, à chaque petit pas qu'on fait ensemble, lever, monter le niveau de dialogue, et alors il y a des techniques pour ça, on en reparlera peut-être la prochaine fois, pour pouvoir s'ajuster, se réajuster sans cesse dans notre passage à l'action.